Avancée du rebelle du M23 dont la province du Sud Kivu, précisément dans la ville des Goma. Le Royaume-Uni condamne cette agression qui considère comme un acte de violation flagrante de la souveraineté de la République démocratique du Congo et met en danger la stabilité de la région. La France, en même temps, appelle au retrait de forces des défenses rwandaises et le M23 de Bukavu et de l'aéroport de Kavumu et interpelle en même temps Kigali de Paul Kagame, le gouvernement qui qualifie cela comme le fait pour le Rwanda, qui s'entête dans son dessein d'occupation et déclare mettre tout en œuvre pour recouvrir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui, au regard de la situation sécuritaire aggravante dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça reste un impératif ou la mise en place du gouvernement des crises. On en parle, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Zoom. Nous recevons pour vous ce soir monsieur Évariste Tshiswaka. Il est cadre au sein du parti politique Orange. C'est parti politique cher à Fuyundondoboni. Évariste Tshiswaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Maxime, merci pour cette invitation et je salue tous les téléspectateurs ainsi que les internautes qui vont nous suivre et particulièrement nos frères et sœurs qui sont dans les zones qui jusque-là occupées par les rebelles ou encore par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Et nous sommes d'accord avec eux et le Congo restera indivisible. Le Congo restera un et indivisible. On vous voit avec un gilet rouge, une cravate avec de couleur rouge. C'est les signes pour démontrer que nous sommes vraiment en guerre. Oui, signe pour démontrer que nous sommes en guerre. Et la couleur rouge, c'est une couleur vive qui aussi signifie la résilience, la résistance et la détermination. Résilience et détermination. Oui, oui. Nous sommes déterminés, quel que soit le temps que pourra prendre cette guerre, mais nous sommes déterminés à gagner cette guerre. La patrie nous vaincrons, comme on a toujours dit. Cher Maxime, c'est question de vie ou de mort, c'est question de dignité, c'est question de protéger l'héritage, c'est question de défendre les sangs de Lumumba, c'est question de défendre les sangs de tous ces martyrs, le sang de Mouzé, c'est question de venger les sangs de nos frères qui ne cessent de couler à Goma. C'est question de défendre les sangs de Mabadundala. Est-ce que cette attitude militaire, cette attitude patriotique, est-ce qu'on retrouve ça chez tout Congolais ou c'est à compter au bout du doigt par rapport à la situation à laquelle nous faisons face à ces jours? En fait, c'est pour moi un appel à l'éveil des consciences, que les Congolais comprennent que nous ne sommes pas face à un adversaire qui est en train de viser juste un individu, le chef de l'État, mais c'est plutôt un adversaire qui est en train de combattre notre dignité. C'est un adversaire qui veut nous rouler au sol, c'est un adversaire qui veut détruire les Congos. Alors, face à cette adversité, nous devons nous tenir tous déterminés dans la résistance parce que nous devons sauver notre patrie. Je pense que c'est l'attitude que devaient avoir tous les Congolais, non seulement ceux qui sont à l'Est, mais partout, ceux qui sont à l'Ouest, au centre, au Sud. Nous devons être tous déterminés. Vous savez pourquoi ailleurs, pendant des temps comme celle-ci, il y a deux États qui avaient instauré dorénavant déjà que tout Congolais, tout citoyen devait passer par les services militaires obligatoires. Pourquoi? Parce qu'on devait inculquer dans chaque citoyen l'essence de défendre la patrie, l'essence de défendre la nation en temps de guerre. Et aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre. Le pays est agressé. Le pays est menacé. Nous devons avoir cette attitude de résilience, de détermination pour faire face
à l'adversaire. Parce qu'il faut que nous comprenions que ce n'est pas la guerre Donc contre vous parlez aujourd'hui de l'unité, la cohésion nationale qui doit animer aujourd'hui la classe politique, mais également la classe sociétale en République démocratique du Congo. Il y a eu le chef de l'État dans son dernier discours, il a lancé même cette mobilisation générale que le jeune puisse s'enrôler au rang des forces armées de la République démocratique du Congo, comme si c'est un tâtonnant que c'est là le processus est fait. Cher Maxime, nous devons comprendre ceci. En tant que Congolais, nous devons comprendre que cette victoire aura pour soubassement ou aura pour soubassement la cohésion et l'unité nationale. Nous devons être unis. Parce que l'adversaire connaît que pour gagner, il faut diviser les Congolais. C'est pourquoi, moi, Évariste Tshisekedi, je suis en train de m'opposer à toutes ces tendances qui visent à diviser pendant ce moment ici. Il y a des acteurs politiques qui s'attaquent les uns aux autres. Tout ça, ça peut être une carte aussi de l'ennemi pour nous diviser davantage. Nous sommes appelés à être unis, à être soudés, à être ensemble pour combattre notre adversaire, le Rwanda. Le Rwanda est petit, comme on l'a toujours dit, et nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Et je pense qu'avec ces 100 millions de Congolais, on peut avoir une armée qui a plus de 2 millions de combattants. C'est possible, c'est pourquoi nous appelons à la mobilisation. Et ceux qui sont jeunes doivent aller dans l'armée, mais aussi, tout le monde est censé avoir cette attitude de combattant. C'est-à-dire, des combattants, effectivement, aujourd'hui, cette guerre est sur plusieurs fronts. Je prends par exemple, nous qui nous sommes engagés parce que nous ne savons pas aller nous enrôler dans l'armée, nous ne respectons plus le critérium, nous nous sommes engagés comme des oiselets numériques. Donc, c'est-à-dire, sur le front numérique, nous sommes là pour essayer de distiller le poison rwandais, pour essayer de lutter contre la désinformation, contre l'intox sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu. Donc la guerre dans plusieurs fronts, donc front médiatique également, même sur terrain. Effectivement, parce que ce qu'on est en train de nous arracher par la guerre, Mobutu avait dit, on ne va pas retrouver ce qu'on nous a arraché par la guerre, par des dialogues, on va récupérer ça par la guerre. Et ça, quand nous disons ça, nous ne sommes pas en train d'exclure les dialogues au niveau interne, même au niveau extérieur. Donc, vous voulez privilégier l'option militaire? Cher Maxime, c'est question de guerre. Nous sommes menacés sur notre propre sol. Et ça n'attend même pas que le chef de l'État puisse déclarer la guerre. Mais on nous menace. Vous savez, nous avons l'État, dans les fonctions de l'État. L'État a aussi la fonction de gendarmerie. C'est un État gendarme, c'est-à-dire à l'intérieur, l'État protège, sécurise les personnes et leurs biens, mais au niveau des frontières, il y a l'armée qui est là, qui doit sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Et aujourd'hui, cette intégrité est menacée par l'ennemi. Et face à cela, nous n'attendrons pas les quitistes de l'Union européenne ou de l'Union africaine pour faire la guerre. Nous sommes menacés chez nous. Et nous avons cette responsabilité de nous défendre parce que cette guerre est sur notre sol, cher Maxime. Et puis, Évariste Tshisekedi, je ne sais pas si vous allez partager avec moi cette opinion qui estime dans le contexte auquel se trouve la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. Ça ne sert à rien de critiquer le chef de l'État. Il faut être solidaire avec le chef de l'État. Il faut cultiver cette forme d'union, de cohésion. Et puis, parce que l'ennemi est entré dans la parcelle. L'ennemi est entré dans notre pays. Donc, nos divisions, nos querelles internes, on doit cesser cela. Et puis, regarder l'ennemi, combattre l'ennemi. Après la victoire, on peut revenir à nos anciennes habitudes. Est-ce que cette opinion, vous partagez cela? Cher Maxime,
nous sommes tous appelés à soutenir le chef de l'État. Mais j'aimerais bien revenir sur cet exemple aussi sage que vous avez donné par rapport, considérons que la République c'est une maison et le chef de l'État c'est lui le père, le papa dans la maison. Et pendant que nous sommes agressés et pendant que l'ennemi arrive, ça n'empêche pas à un enfant de dire à son papa, non papa attention, ne sors pas par la fenêtre parce que l'ennemi est à la fenêtre, sors par la porte de la cuisine. Donc, les critiques que nous pouvons émettre, c'est-à-dire, ce sont des critiques positives, dans le sens d'améliorer notre défense, dans le sens de mieux prendre position. Parce que les critiques négatives qui ont tendance à nous déstabiliser, les critiques ne sont pas les bienvenues. Mais s'il y a des critiques positives, c'est-à-dire des critiques qui peuvent nous amener à améliorer notre tactique de guerre, par exemple, les critiques qui peuvent nous amener à contraindre sur le plan diplomatique ce que fait le critiques objectives. Voilà, ce sont des critiques objectives qui doivent être le bienvenu et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Donc pendant ce temps, tout Congolais est censé de manière positive apporter son soutien. Mais que cela ne doit pas être pris comme si pendant ce temps, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire telle ou telle chose. Mais de manière positive, on peut le faire. Voilà, Évariste, je rappelle, je reçois Évariste Tshisekedi, qui est cadre du parti politique Orange, avant d'en arriver même à cette avancée de rebelles de M23 dans la province du Sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu. J'aimerais que nous puissions analyser en fait cette démarche des évêques de la SENCO et CC qui, après avoir consulté certains acteurs majeurs de la classe politique congolaise, ils se sont envolés pour Kigali rencontrer Paul Kagame. Ils étaient à Goma pour rencontrer le mouvement rebelle, le coordonnateur du mouvement rebelle M23, Nanga et d'autres leaders de ce mouvement terroriste. Après, c'est là, cette délégation s'est envolée pour l'Europe où elle a rencontré Moïse Katumbi, donc le sociétaire d'Ensemble pour la République, même c'est du Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila à Kabangué. À la lumière de la situation, Évariste Tshisekedi, pensez-vous que cette initiative, pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, se présente comme une voie idéale, tout comme pour dire que la solution à cette crise sécuritaire viendra de ces dialogues. Merci beaucoup, cher Maxime. Je vais essayer d'analyser et donner mon point de vue par rapport à la démarche entreprise par le prélat catholique et aussi le pasteur de l'église de Christ au Congo, les CC. Cher Maxime, je prends cela dans un contexte où chaque Congolais, toi et moi, nous avons cette obligation de travailler pour notre pays, de proposer ce qu'il y a de mieux pour l'avantage ou encore pour contribuer de manière positive, comme nous l'avons dit, à l'avancement de notre pays. Et en cette situation de guerre, il est évident que cette guerre, nous devons nous battre sur le terrain. Mais les évêques ont pensé que nous sommes africains et le dialogue, c'est une culture africaine. N'est-il pas possible, pendant qu'au sein même de la classe politique congolaise, il y a de ceux qui se disent frustrés ou de ceux qui se disent non considérés par le pouvoir en place, ou l'opposition qui se dit muselée, même si ce n'est pas le cas, mais on peut les écouter, ce sont des Congolais. Ça, c'est l'analyse que je fais sur la démarche du prélat catholique. Ça n'a rien à voir avec les décisions politiques que peut prendre le gouvernement par rapport à la guerre. C'est une démarche personnelle à l'Église catholique, dans le sens d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction de la paix au Congo. Alors, ils sont allés voir en premier le chef de l'État. Oui. Ils ont vu le chef de l'État et puis ils sont allés voir les autres acteurs politiques qui étaient sur place ici au pays. Et
ce qui a, quand ils ont commencé, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui a, la goutte qui a fait déborder le verre, c'est le fait qu'ils sont allés voir Nanga. Mais on doit se les rappeler, on doit se les dire. Nous condamnons le Rwanda, nous savons tous que c'est le Rwanda qui est en train de nous combattre, c'est le Rwanda qui est en train de nous faire la guerre. Mais le Rwanda vient derrière qui? Mais le Rwanda vient derrière des Congolais. Qui sont ces Congolais? Ce sont des Nanga, ce sont est-ce que le Rwanda vient derrière le Congolais ou le Rwanda utilise le Congolais pour de fins minables? Donc en avant-garde, ce sont des Congolais qui sont sur la ligne. Parce que le M23 se déclare comme un mouvement congolais, une rébellion congolaise. L'AFC, parce que personne ne peut douter de la nationalité de Nanga. Nanga était président de la CENI au Congo. Il est reconnu comme Congolais. Personne ne peut en douter. Donc, en interne, ce n'est que normal que les évêques puissent le voir, parce que c'est un Congolais. Ils peuvent l'écouter. C'est un frustré. Il peut être écouté. On l'a écouté, on a écouté les autres politiques. Mais regardons maintenant. Après avoir effectué ces consultations, nous attendons maintenant ce que les évêques vont nous proposer. Nous attendons maintenant, après avoir reçu les cahiers de charges. Vous êtes optimiste ou pessimiste quant au résultat même de ces consultations? Est-ce que ça ira dans le sens à restaurer la paix? Je reste un peu 50-50, c'est-à-dire moitié optimiste, moitié pessimiste, pour des raisons que je peux évoquer sur votre plateau ici. Donc, nous attendons que les évêques, après avoir reçu les cahiers de charges de plusieurs acteurs, qu'ils puissent nous donner maintenant la sauce, quelle est maintenant la sauce qui nous sera présentée sur la table. C'est là que nous allons juger l'œuvre des évêques. Je suis pessimiste par rapport à cette démarche. Pourquoi? Parce que je connais bien que Nanga, c'est une marionnette. Nanga est utilisé par le Rwanda. Le Rwanda a des revendications. Le M23 a ce qu'il veut du Congo. Nous savons tous l'accord du M23 avec Kunda Batware en 2009. Nous savons ce que Nanga réclame. Et à la lumière des choses, aucun Congolais ne peut accepter que notre territoire soit géré par le Rwandais. Vous voyez aujourd'hui, après la prise de Goma, qui a été nommé comme gouverneur au niveau de Goma? Qui a été nommé comme vice-gouverneur? Le vice-gouverneur, je suis vu même... Le gouverneur est Nord Kivu, mais les institutions sont donc délocalisées pour la ville de Béni. Effectivement, mais je dis le gouverneur nommé par le M23, il n'est pas un Congolais. Le vice-gouverneur, c'est un Rwandais naturalisé canadien, avec de preuves. Et vous pensez que le cahier de charges de Nanga peut être exécuté par un Congolais? Le cahier de charges de M23. C'est pourquoi je dis je reste pessimiste, parce que même si les évêques cherchaient à concilier, à unir, mais si Nanga reste dans sa position de vouloir accomplir cette sale besogne de Rwandais, ça serait impossible que la démarche de prélat catholique puisse aboutir, puisse atterrir en douceur. Ça serait difficile. Evariste Chiswaka, est-ce que ces résolutions même de ces consultations, est-ce que ça aura une force contraignante par rapport à ces signataires? Parce qu'on sait pertinemment bien, moi et toi, et même la population qui nous suit à ce net moment, que le président rwandais Paul Kagame, qui ne respecte aucune décision qui sont prises même au niveau régional, les États-Unis qui ordonnent, Paul Kagame est passé même dans les médias pour dire qu'il n'a pas peur, même s'il arrivait qu'on l'infligeait des sanctions par la communauté internationale. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec le père catholique, les évêques qui sont même contestés, même au niveau du pays, il y a le porte-parole du gouvernement qui parle que ces évêques n'ont pas reçu mandat, l'Union sacrée, l'IDPS de l'autre côté. Est-ce que ça aura vraiment la crédibilité, même aussi, cette force contraignante? Cher Maxime, je vous rappelle que nous, le Parti Orange, il n'y a pas longtemps, on avait entamé des consultations politiques
envie d'écouter toute la classe politique, l'opposition, la majorité, les acteurs de la société civile. C'était pour entendre les uns et les autres, afin de cimenter notre unité, de créer une cohésion nationale. Et c'est qu'on n'avait pas reçu mandat du chef de l'État pour le faire. Oui. C'est que les prélats catholiques, les CC et la Cinco sont en train de faire, ils le font comme des Congolais. Ils n'ont pas besoin de recevoir un mandat pour le faire. Raison pour laquelle ils ne seront pas arrêtés, ils ne seront pas inquiétés parce qu'ils ne devaient pas avoir le mandat du chef de l'État. Il faut que les gens fassent la part des choses. Il ne faut pas associer la démarche de la Cinco et de l'ECC à la démarche ou encore l'associer au gouvernement. Non. Il faut dissocier. Il faut dissocier. Ça n'a rien à voir. Parce que ce que la Cinco est en train de faire n'empêche pas le gouvernement de mener des actions solides sur le terrain, n'empêche pas le chef de l'État à déclarer la guerre, n'empêche pas nos militaires de se battre sur le terrain. Ça n'empêche pas. Mais nous nous disons comme nous tous, et le chef de l'État même l'avait dit. Lorsque Goma a été prise, le chef de l'État l'a dit que nous avons besoin de cette unité. L'unité fera notre force. Alors, si les gens de bonne foi s'élèvent pour essayer de travailler sur l'unité, parce qu'on parle de l'unité, c'est l'unité des Congolais. Oui. On doit s'unir tous autour de la table. C'est là où je suis en train de dire ceci, chers Congolais. Ce n'est pas le moment de s'attaquer les uns les autres. Ce n'est pas le moment de se tirer dessus. Laissons le prélat catholique entreprendre leur démarche. Si elle sera salvatrice pour la paix, tant mieux. Mais si cette démarche n'aboutira à rien, le gouvernement est là. C'est le chef de l'État qui est le garant de la nation. Et ce que les prélats catholiques sont en train de faire, même les résolutions ne seront pas une imposition au chef de l'État. Là, nous devons comprendre cela dans ce sens-là. Mais par rapport au niveau extérieur, parce que vous êtes en train de dire que Kagame ne respecte rien, tout ça. Cher Maxime, il n'a jamais respecté. Retenez Kagame ne pas appelé à obéir à quoi que ce soit. Sur le plan international, dans les concerts des nations, les traités et les accords internationaux se réalisent par la bonne foi des États. Chaque État est souverain, de même que la RDC. La RDC, c'est nous qui sommes là. Notre souveraineté est violée. C'est nous qui sommes là, en train d'attendre que Kagame doit obéir à l'Union africaine, attendre que Kagame doit obéir à l'Union européenne. Non. Comme nous sommes là, nous sommes en train d'observer, quand on dit trêve, trêve, cessez le fait, nous obéissons. Kagame n'est pas obligé d'obéir à ça. Et nous aussi, en tant qu'État, nous ne sommes pas obligés. Il n'y a pas le caractère d'obligation. C'est-à-dire, s'il faut respecter les accords et les traités, c'est de manière, c'est à respecter de bonne foi. Donc, nous aussi, si Kagame viole, est-ce que vous accepterez aujourd'hui, au nom de quoi la France peut s'attaquer à la Belgique et la Belgique, l'Union européenne, ne donne pas, dit des sanctions à la France de ne pas attaquer la Belgique, et la Belgique attend que la France puisse respecter les traités, tout ça de l'Union européenne. Non, la Belgique doit se défendre. Donc nous devons nous défendre, nous devons nous battre. On ne doit pas attendre que Kagame puisse respecter cela, parce que Kagame se dit ne respecte pas. Et qu'est-ce que fera la communauté internationale? Des sanctions, oui. Je vous rappelle que le Mali, le Niger, Burkina Faso sont sous sanctions. Lorsque vous parlez même des sanctions, Évariste Tshisekedi, comment tu as, sous quel regard même que tu portes cette réflexion de Denis Sassou Nguesso, le président Brazzavillois, ou le président du Congo en face, qui, lors de l'interview hier par nos confrères de France 24 sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Sassou Nguesso a estimé que ça ne sert à rien, que le Rwanda s'est sanctionné, qu'on inflige des sanctions au Rwanda. Il faut privilégier juste le dialogue. Une façon pour certains Congolais de la banalisation de la situation sécuritaire de l'Est par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Mon cher Maxime, je pense que si Thomas Sankara était encore vivant,
il ne serait pas dans l'Union africaine. S'il y a de chefs d'État responsables, ok, il y a des chefs de l'État qui sont en train de militer pour la dignité, le respect de l'homme africain, je pense qu'il faut quitter l'Union africaine. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui une communauté des États comme l'Union africaine. La RDC est membre, le Rwanda est membre, mais il y a un membre qui est en train de violer même la charte de l'Union africaine. Mais pourquoi vous restez ensemble? Pourquoi? Et ça, vous ne verrez pas ça dans l'Union européenne. Hein? Donc, on ne peut rien attendre de l'Union africaine. Et moi, je pense que ces histoires de l'Union africaine, CEDEAO, CEDEAO, tout ça, ce sont des machins, il ne faut rien entendre de tout ça. Parce que si on était des États respectueux au sein de l'Union africaine, certainement, soit le Rwanda allait être exclu de l'Union africaine. Ça, c'est la réalité si nous sommes des États qui se respectent. Mais il n'y a aucune exclusion. Comme une forme de complicité. Il n'y a pas d'exclusion. Vous entendez le président voisin en train de minimiser la situation. Donc, comme si il n'y avait rien. Mais ça montre, c'est ridicule pour les Africains, même au niveau international. Donc, les sanctions européennes, au moins l'Europe, l'Union européenne essaie quand même de sanctionner. Mais vous, à l'interne, donc nous comprenons aujourd'hui, ou le monde comprend que l'Afrique est encore immature, incapable de résoudre ses propres problèmes. Et tout le problème de l'Afrique, nous devons regarder l'Occident. Nous devons regarder l'OTAN, nous devons regarder le BRICS. Nous-mêmes, nous sommes incapables de résoudre nos propres problèmes. C'est ça, l'inefficacité de l'Union africaine. Raison pour laquelle moi je me dis cette histoire, il faut le dissoudre tous. Il faut dissoudre, il faut quitter. Il faut quitter. On n'est pas respecté. Et, cher Maxime, ce qu'on a noté, c'est quoi? Nous sommes dans un monde bipolaire. Peut-être demain tripolaire ou multipolaire. On doit choisir notre camp. On doit choisir nos alliés. Pour nous faire respecter. Pour nous faire respecter. Parce qu'on ne doit pas être derrière le même partenaire. Qui n'agit pas. Non seulement qui n'agit inactif. Pas, mais qui sont en train de comploter. Contre nous. Comment? Ce n'est pas un partenariat sérieux. C'est pourquoi, à la ligne où vont les choses, j'invite les chefs de l'État à prendre ses responsabilités en main. Mais c'est ce que dit son Excellence, Président, c'est vous les garants de la nation. Vous avez dans vos mains la destinée de notre pays. Prenez votre responsabilité en main. On doit définir nos partenaires. On doit définir notre camp. On doit se faire respecter. Vous voyez aujourd'hui, l'Afrique du Sud, avec les États-Unis, l'Afrique du Sud se fait respecter. Hein? Donc ça, en relation internationale, en diplomatie, nous devons nous respecter. On doit choisir notre pôle. Il faut choisir notre camp, notre pôle. Et pour juste à quoi, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission Zoom. Comme je l'ai annoncé au sommaire, avancée du rebelle du 1-23 dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Il y a eu tant de condamnations. La France, à travers Emmanuel Macron, qui a appelé ce groupe rebelle à se retirer de Bukavu, même de l'aéroport. Ils ont fait semblant de se retirer, mais ils ne se sont pas retirés de leur position. Évariste Tshisekedi, aujourd'hui, on est dans une situation particulière, un contexte exceptionnel de notre pays, l'agression de la RDC par le Rwanda. Est-ce, on peut dire, ça devient un impératif que le chef de l'État décide de mettre en place un gouvernement des crises pour répondre à cette agression? Merci beaucoup, cher Maxime. Vous voyez, au début de la guerre russo-ukrainienne, je vis la Russie, la Russie était forte par rapport à l'Ukraine, mais je vis avec la guerre, la Russie changeait dans 10 jours.
Dans 10 jours, la Russie a changé plus de 3 commandements. Plus de 3 commandants. Même le chef de défense, tout consort, la Russie changé. Oui, changé. Pourquoi? Parce que de manière stratégique, on doit essayer de bouger. Même le gouvernement. De proposer une nouvelle recette. Proposer un gouvernement de guerre. Ce n'est pas un gouvernement simplement de technocrates, mais un gouvernement de personnes outillées pour la guerre. Et aussi réduire ce gouvernement. Au lieu des 50, oui, on peut réduire à 20. Oui, réduire à 20, à 30. Pour un objectif bien défini. C'est-à-dire l'objectif principal, c'est retrouver la guerre à l'Est. Et surtout au niveau du ministère des Finances, de Défense. Oui, oui. Je pense que les chefs de l'État... Défense intérieure. Défense intérieure, affaires étrangères, la dame fait bien son boulot. Elle se bat. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, de la Défense, on doit carrément bouger. On doit carrément bouger. Et même au niveau du commandement, moi je pense qu'aujourd'hui il y a des personnes très capables stratégiquement, militairement, pour être même des conseillers en matière de sécurité du chef de l'État. Parce que moi, il venait de nommer Ebérand, le conseiller Ebérand. Oui, c'est un professeur que j'apprécie beaucoup. Mais en matière de sécurité, il n'est pas un sécuritocrate. Il faudrait quelqu'un qui est outillé en matière de sécurité. C'est très important. Donc, je pense que pour moi, je soutiens que les chefs de l'État puissent faire ces remaniements techniques de manière stratégique pour mettre des hommes qu'il faut à la place. Non, c'est un impératif. Ce n'est pas un impératif. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, qui est en train de faire le travail de son collègue de la Défense. Et entre-temps, le secteur du transport, il y a un vide. Mais au nom de la solidarité gouvernementale, Jean-Pierre Bemba est en train de faire le travail du ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que le ministre de la Défense n'était pas la bonne personne à cette place. Donc je pense que pour il y a eu un problème de casting. Effectivement, moi je l'avais dit depuis la nomination de ce gouvernement qu'il y avait un problème de casting. Alors il est temps que le chef de l'État puisse penser à un remaniement technique et stratégique. Évariste Tsouaka, un dernier mot, peut-être un message à lancer à la population congolaise. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, peuple congolais. Nous sommes déterminés et soyons déterminés à gagner cette guerre parce que c'est la guerre de notre dignité. C'est la guerre où nous défendons l'héritage de Kimpanvita, où nous défendons l'héritage de Kimbangu, nous défendons l'héritage de Lumumba. Soyons déterminés et nous devons venger le sang des millions et des millions de Congolais, le sang qui a coulé depuis les années 94 jusqu'à ce jour. Je pense que nous allons nous battre. Et au chef de l'État, c'est le temps d'être déterminé, de mettre de personnes qu'il faut. Ce n'est plus le temps de regarder parce qu'il est de tel parti ou il est de tel groupe politique. Non. Nous sommes en guerre, le pays est menacé. C'est vous qui avez cette responsabilité en main. Et le temps que vous puissiez faire de bons choix, et le temps que vous puissiez, même au sein de l'armée, s'il faut bouger, il faut bouger des pions parce qu'on ne va pas perdre, on ne va pas continuer à perdre des territoires. La riposte rigoureuse que vous avez promis, nous, le peuple congolais, nous sommes prêts. Nous attendons que l'armée puisse déclencher cette riposte et nous allons soutenir notre armée. Merci. Je vous dis merci, Évariste Tsouaka. Je rappelle, vous êtes cadre du parti politique Orange. Oui, Interfédéral Kinshasa. Interfédéral Kinshasa. Voilà, vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre de partout, à travers le monde. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Djambé. Bruno Nzinga à la régie, Marité Godot à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.